Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission de Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. Bon début de semaine, Madame Arsenault. Aujourd'hui, c'est pas mal à la mode ces temps-ci, hein, parce que y a même une émission à Radio-Canada qui s'appelle Deuxième chance. Ben, Je dois tout de suite vous dire que je n'ai pas eu l'occasion de regarder l'émission. Je m'en suis fait beaucoup parler en bien. Et même des collègues ici qui me disaient, tu devrais faire quelque chose là-dessus avec Doc Mayou. Mais eux, c'est de revenir souvent dans le passé, retrouver quelqu'un qui les a aidés. Puis là, ils ont été séparés. Puis là, ils veulent les retrouver. Mais nous, aujourd'hui, ça sera pas nécessairement ça. Là. En tout cas, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je trouvais ça. En tout cas. Mais quand même, il paraît que c'est vraiment très bon là, comme émission. Mais aujourd'hui, moi, je m'inspire juste du titre. Deuxième chance. Parce qu'on dirait que dans la société d'aujourd'hui, c'est vraiment très bien vu de donner une deuxième chance. C'est toujours vu de façon positive, la réhabilitation, etc. Et si le contraire était encore mieux? Et si on n'en laissait pas de deuxième chance? La question, puis ça, c'est vous, pendant notre conversation téléphonique de ce matin, qui avait sorti cette phrase-là, puis je trouvais ça bien intéressant, ça va droit au but. Donner une deuxième chance, est-ce que c'est un geste altruiste ou de lâcheté? C'est excellent. Hein? C'est parce que ceux qui donnent une deuxième chance, ils paraissent toujours bien. Mais dans le fond, pourquoi ils donnent la deuxième chance? C'est parce qu'ils sont lâches? Non, mais c'est vous là, qui avez posé la question. Moi, je vous cite, mais je la trouve vraiment intéressante. J'endosse et je signe. Oui, mais je trouve ça très bien. Ouais. Et là, c'est drôle, hein, parce qu'on voit qu'il y en a qui vous écoutent. Là. Il y en a un qui répond « Chaque cas est un cas d'espèce. » C'est effectivement, oui, exactement. Ça dépend Chaque histoire est unique. C'est du cas par cas. Ça dépend des circonstances. Alors qu'on essaie de généraliser, ce qui n'est pas généralisable, c'est dangereux. Parce que il y a toujours des mauvaises situations qui vont s'insérer dans la généralisation. Il y a toujours des lâches qui vont bénéficier de la généralisation. Il y a toujours des pleutres qui vont s'abriter sous la généralisation. Ouais. Alors, c'est un fourre-tout. Moi, le meilleur exemple de lâcheté, OK? Parce que j'essaie d'y réfléchir, puis... c'est drôle, hein, parce que du côté féminin, tout de suite, quand j'ai posé la question, c'était « Ah, tu parles d'infidélité. » Les femmes, là, souvent, quand on pense à donner une deuxième chance, le premier sujet ou thème, c'est à ça qu'on pense. Une femme, là, je veux dire une femme, qui accepte, son conjoint lui dit « Je t'ai trompé. » Bon, là, on fera pas toute notre discussion sur... On va parler de relations extra-conjugales. Bon. Puis dans leurs valeurs, dans ses valeurs à elle s'était toujours dit non, j'accepterai pas ça, etc. Là, le conjoint, il arrive, il dit, je t'ai trompé hier avec la secrétaire. La conjointe a deux choix. Soit qu'elle laisse là, elle dit c'est inacceptable, ou qu'elle dit, OK, je te laisse une deuxième chance. Parce que bien sûr, là, le monsieur, il pleure, puis il dit que c'est une erreur. Voilà, j'avais hâte de l'entendre. Ben oui, il est à genoux. C'est ça. Il est à genoux. Il pleure, il se confesse, il ne fera plus jamais ça. Et repentant. Vraiment, là. Okay? Chérie, c'est à cause de la boisson, puis on était chaud. C'est ça, puis c'est elle qui a fait tes avances. Évidemment. Bon. Évidemment. Alors, la dame, si elle le reprend, est-ce que ça se peut que c'est plus simple que de divorcer, faire de la peine aux enfants, faire les boîtes, déménager, refaire sa vie, avoir un statut... de moins riche, là, de côtoyer un petit peu plus de pauvreté qu'avant. Ah, côtoyer un petit peu plus de pauvreté ou beaucoup plus de pauvreté? Beaucoup plus de pauvreté, si vous le voulez. Oui. Bon, donc, dans un cas comme ça, ça pourrait être de la lâcheté. Mais si elle croit vraiment, là, ben là, c'est parce qu'elle croit à son couple, c'est de l'altruisme, puis elle se remet elle-même en question parce qu'elle se dit, il y a peut-être des raisons pourquoi elle est allée voir ailleurs. C'est sûr que sa surcharge de poids de 40 livres peut y être pour quelque chose. Vous pensez que les femmes minces se font pas tromper, vous? Hey, on pourrait en nommer il y en a plein, des mannequins qui se sont fait tromper, Doc Mayou. Oui, mais elle faisait la planche. Ça, c'est l'autre partie. Bon, c'est encore de la faute de la femme. C'est pas le gars qui fait un trou de cul, là. C'est la femme qui faisait la planche ou bien avait 40 livres de plus. Ça peut.
Ça me partait raide, là. C'est du cas par cas. Vous voulez me faire fâcher. Bon. Continue, t'es très bien parti. Oui, ben oui. Alors là, bon, là, on parle de deuxième chance. En avez-vous donné une deuxième chance dans un cas comme ça? On voudrait l'entendre. Ou, oui, des témoignages. Ou même l'inverse. En avez-vous demandé une deuxième chance puis vous étiez vraiment, mais vraiment sincère? Oui. Alors, l'infidélité, des cas de deuxième chance dans beaucoup de violences conjugales. T'sais, le type l'a frappé, il l'a brutalisé, il l'a garoché dans le mur. Et là, à genoux, le lendemain matin, comme dans la relation extra-conjugale, il est à genoux avec une gerbe de fleurs. Puis souvent avec une bague. En plus. J'ai vu ça, moi. Oui. Oui. Et il réclame une deuxième chance. Alors, employeur-employé, il y a des employés qui s'en sont permis et réclament une deuxième chance à l'employeur. Je te donne un exemple. Il y avait une employée, à un moment donné, qui était comptable dans une compagnie. Elle a détourné 80 000 $. Elle était conjointe d'un cocaïnomane. Et elle a tombé dans la poudre, elle aussi. Et fournie par le conjoint, évidemment. Puis elle a détroussé l'employeur de 80 000. Il l'a sacré à porte. Il n'a pas porté plainte au criminel, mais il l'a sacré dehors. Il n'y en a pas eu de deuxième chance. OK. Bien, on va aller à plus petite échelle. Je poigne Olivier en train de fouiller dans ma sacoche puis de me voler mon portefeuille. Il n'y aura pas 80 000 $, là. On s'entend, là? Non. Ça va être un petit montant, mais ça serait terminé. Ouais. Alors, comment tu veux faire confiance après? Toute la tolérance, écoute, les deuxièmes chances aux abuseurs, aux fraudeurs, aux criminels. Tu as mentionné, tu as fait allusion à la réhabilitation. Alors, ça touche énormément de monde, cette histoire de deuxième chance-là. Et l'auditeur très sage nous a prévenus, c'est du cas par cas. Parce qu'il va falloir utiliser une denrée rare auquel on convie rarement les Canadiens français. Soit dit en passant, tu as fait allusion à la société. C'est la Société canadienne-française, c'est une pardon, une de nos caractéristiques, ça. Les Canadiens français, on nous convie régulièrement, on nous convie plus souvent qu'à notre tour à la lâcheté. Je dis pas tout le temps, plus souvent qu'à notre tour. Et on y adhère. Écoute, Société de moutons, Saint-Jean-Baptiste, le troupeau de moutons. Tendre l'autre joue. Oui. Si on te frappe, tends l'autre joue, etc. On convie rarement la nation canadienne-française à utiliser son jugement. Jamais. Un exemple public où on interpelle une collectivité et on leur dit, écoutez, utilisez votre jugement. Chaque individu. As-tu entendu ça dans ta vie jusqu'à maintenant? Son jugement, ça serait quoi? Lors des élections, il faut utiliser son jugement pour se choisir un gouvernement? Ben non. Ben là, j'imagine que les gens vont voter avec leur jugement, là, quand même. Non. Ils essaient on fait tout pour les influencer. Des promesses, bout d'asphalte au bout du rang, alouette. C'est pas... on convie pas... Non, jamais. On leur fait des promesses, on essaie de les leurrer, l'objectif commun, notre projet de société, toute cette bullshit là, qu'on nous sert à chaque élection. Alors, non, jamais. Jamais nous sommes conviés comme société, comme nation canadienne-française, à exercer notre jugement individuel. J'ai jamais entendu ça de ma vie, moi. En tout cas, ce matin, on va le faire. Oui. Amenez-nous des exemples. Oui, c'est du cas par cas. On va discuter chaque situation. Comment vous avez réagi. Oui, et je vais plus loin. Est-ce que tu as déjà été témoin de parents qui invitaient et incitaient leurs enfants à utiliser leur jugement? Donnez-moi un exemple concret, parce que c'est très... parce que je répondrais spontanément oui. Là, choix d'amis, choix de carrière, choix de n'importe quoi. Je pense que oui, Doc Mayou, là-dessus, je pense que vous exagérez un petit peu, là. J'exagère, ça je peux. Non, mais des parents qui disent... prends le temps de réfléchir, ne te laisse pas influencer par les autres. Toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ou encore tes amis, tu leur fais confiance. Ce que tu viens de dire là, j'ai jamais été témoin de ça dans ma vie encore à date. Je dis pas que ça n'existe pas. J'en ai jamais été témoin. Moi, tout ce que je vois là, à tous les jours, c'est tu devrais faire ci, peut-être tu penses à ça, puis qu'est-ce qui va arriver, peut-être. C'est mon quotidien.
sur le plan social et professionnel. C'est un peu décourageant si vous voyez ça beaucoup. C'est pour ça qu'on en parle. Alors, deuxième chance, jugement. Jugement avant de le réclamer et avant de l'accorder. Il y a la personne qui réclame la deuxième chance et il y a la personne qui l'accorde. Ça peut être très large en passant. Je dis ça juste avant d'aller à la pause. Là. La réhabilitation, ça fait partie de ça aussi. Bien, c'est sûr. T'sais, engageriez-vous un meurtrier là, dans votre usine, dans votre... engageriez-vous un pédophile? Leur laissez-vous Il y en a plusieurs qui vont dire, bon, ils ont fait leur temps en prison, leur peine est payée à la société, il faut leur donner une deuxième chance. Alors, il y a tous ces raisonnements bordant davantage la lâcheté que la sagesse et l'altruisme. Alors, on va aller à la pause là-dessus. Croyez-vous aux deuxièmes chances? Et on va encore plus précisément avec la question du doc, là. Une deuxième chance, est-ce que c'est un geste altruiste ou de lâcheté? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Donc, pendant la pause, vous me lisiez la définition du dictionnaire de altruisme parce que notre sujet d'aujourd'hui, donner une deuxième chance, est-ce que c'est un geste altruiste ou de lâcheté? Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Je suis un mauvais chanteur, mais on chantait ça régulièrement. Là. Ça faisait partie des psaumes de tous les gugus religieux. Ah oui. Alors, l'altruisme, c'est... Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime, peu importe de ce que l'autre personne Mais il y a un mot que, je sais pas si vous l'avez devant vous encore, la définition, là, mais il y a question d'abnégation. Ouais. Ah oui, ça va loin, là. Les amis, on vient de loin, les Canadiens français. Abnégation, ça veut dire se soustraire de l'équation. Abnégation, soustraire ses besoins de l'équation relationnelle. Au profit de l'autre. Au profit de l'autre. Attendez un peu, là. Attachez vos trucs, là. Ah oui. Et la vilainie antithétique de l'altruisme et l'égoïsme. Cette vilainie. Oh, que c'est sale. L'égoïsme. Quelqu'un qui pense à lui. Oh! C'est mal vu ici. Hein? Ah! Qui s'enrichit. Il pense à lui, il pense à son portefeuille. Oh, quelle vilainie. Ouais. Il faut l'envoyer au Gémon, au plus sacrant, le faire rôtir. Ben oui, mais c'est ça que nous sommes. On vient de là. Hey, les amis, on vient dans quelque part. Puis il y a beaucoup de traits culturels, de réactions collectives qui sont déterminées de très longue date. Aimons-nous les uns les autres. J'adorais cette ritournelle. Vous allez nous la mettre dans la tête, tabarouette. C'est ça qui va arriver. On va être après-midi et on va chanter ça. Oui, mais José, c'est que ça influence encore beaucoup de relations interpersonnelles au Québec, beaucoup de relations familiales, des relations entre employeurs-employés, et il y a des crapauds qui en profitent. Voilà. Ouais. Il y a des petits crapauds qui profitent de la naïveté cultivée chez nos meilleurs éléments. Prenons le cas d'une mère qui a donné son enfant en adoption et qui le recherche pendant des années pour le retrouver. Mm-hmm. Il y a des fois que ça fait des belles histoires, puis il y a des fois que cette deuxième chance-là, c'est l'horreur. Alors, elle peut réclamer, la mère qui a abandonné son gamin, peut réclamer une deuxième chance à son enfant. C'est ça. Garçon ou fille. Maintenant, cas par cas. Exact. Et jugement personnel. Oui. Qu'est-ce qui sait? Ça va être à partir de l'histoire précise de ce qui est arrivé. Hey, la dopée, là, qui donne son enfant... Puis là, avec toxicomanie, 10 ans de temps, à un moment donné, elle se réveille. J'ai 3 enfants, je vais aller les rechercher. Il se pourrait, madame, que vos enfants ne veuillent rien savoir de vous. Oh! Où t'apprends? Oui, mais ça fait 3 semaines que j'ai pas pris d'amphétamine puis de cocaïne. Sais-tu qu'est-ce que je leur réponds? Lorsque ça fera 6 mois, on commencera à en parler. Puis lorsque ça fera 2 ans, on jasera. Où t'apprends qu'à l'âge de 15 ans, elle est tombée enceinte, puis le père l'a obligé de donner l'enfant. C'est pas la même histoire. Le père, non, la mère. Habituellement, c'était la famille, puis c'était la mère qui... Non, les hommes naissent pas
C'était... OK. Non, c'était les On va mères préciser l'exemple, là, parce que c'est un exemple que je donnais. La mère la traitait de pute et l'envoyait à la crèche de la Miséricorde à Québec. Et ils envoyaient, là... il y avait la Miséricorde à Montréal, à Québec. Puis je pense que c'était la Miséricorde aussi à Montréal. Ah. Oui, ils envoyaient dans les centres mère-enfant. Ici, à Trois-Rivières, on avait le... Il y a la vie cachée, là? Le centre Sainte-Marie, l'hôpital Sainte-Marie. C'est comme ça que ça a commencé. Ah oui, OK. Ben oui. Ben oui, parce que... Écoute, ils avaient leurs... Sais-tu qu'est-ce que j'ai entendu? Elle partait jusqu'à temps qu'elle déboule. Il y a beaucoup de monde qui ne connaissait pas le mot accoucher. Il ne faut pas leur en vouloir. Écoute, c'était l'époque, je l'ai entendu. Débouler. Jusqu'à temps qu'elle déboule. Ouais, c'est quand même assez particulier comme... Alors, ce sont nos origines pas trop lointaines, les amis. Je vais vous lire un courriel, oui, Doc. Allons-y. Bon matin, vous deux. Votre sujet m'interpelle beaucoup. Je suis une deuxième chance en personne. Je suis un réhabilité de justice, un ancien toxicomane, cocaïnomane. Oui. J'ai fait vivre l'enfer à mes proches, leur mentir, les voler pour consommer. Je n'en suis pas fière de dire ça, mais j'ai fait des crimes aussi dus à ma dépendance. Comme? Est-ce qu'il dit? On va vous le lire jusqu'à la fin. Vol à main armée. Face à la société, j'ai eu ma deuxième chance. Face à la justice, mais surtout face à mes amis, blondes et familles. Ils ont cru en moi et ça, c'est de l'altruisme. Je suis la deuxième chance vivante. J'ai 28 ans. Ça fait 6 ans que je suis sobre et 2 enfants maintenant. J'ai eu un très gros parcours et je remercie tous les gens qui m'ont donné cette deuxième chance car maintenant, je suis droit et un citoyen honnête. Alors, non, on ne sait pas c'était quoi les crimes. Alors, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, oui. Il y en a qui sont réhabilités, puis il y en a d'autres qui demeurent crapauds, puis qui vont voler leurs employeurs, puis qui vont être violents à nouveau. Alors, c'est du cas par cas. Oui, ça peut fonctionner, mais on n'ira pas s'endormir sur son histoire. C'est pour ça que ça serait le fun de parler directement aux gens, là, puis il arrivait d'où, là, puis qu'est-ce qui fait qu'il est tombé là-dedans, là, tout d'abord aussi? Oui. Quel genre d'enfance il y a eu? Et de là à présumer que toutes les réhabilités, tous ceux qui sont passés par les services carcéraux sont devenus droits et honnêtes. Wow! C'est là qu'intervient notre naïveté collective de bons Canadiens français. On nous vend des salades, là. Ce n'est pas parce qu'il y a un cas qui a très bien réussi que tous les autres, on les met dans le même panier. Mais en fait, Doc, c'est un peu pour ça aussi ce matin que je trouvais l'émission avec ce thème-là intéressant parce que des cas comme on vient de nommer, là, on les met beaucoup en valeur dans la société. Tu sais, on les glorifie. Puis en passant, bravo, là, l'auditeur. C'est tel quel, là, chapeau. Mais ceux que ça marche pas, la deuxième chance, on n'en entend pas parler. On n'entend pas parler. Ouais. Fait que c'est pour ça, aujourd'hui, c'est intéressant de rééquilibrer les choses aussi, là. Oui. Les repris de justice conduites en état d'ébriété. 4, 5, 6e, 7e ballon. 7e ballon? Allô? Il y a quelqu'un qui a dormi sa Switch? 7e. 7e. Palais de justice, assez régulièrement, on nous parle de 5e, 6e, 7e ballon. 7e fois qui est pris à conduire en état d'ébriété avancé au volant de son auto. Y a-tu aussi... Parce que là, c'est ça qui va être intéressant. On n'est plus dans la deuxième chance, on est rendu à la 7e. Oui, exact. C'est épouvantable. Exact. Hey, là, on a un problème. On a un problème de Canadiens français, là. Moi, à chaque fois que je vois ça dans le journal, là, je fais une syncope, là, mais quand on voit un père qui a abusé des petits-enfants, ou quand on voit un pédophile là, qui était accusé, etc., puis tu vois sa femme à ses côtés qui l'appuie là, dans le palais de justice, moi, je capote. Bon, je vais te raconter un scénario très bref, parce que ce n'est pas Trois-Rivières. Bon. Un type, un soir, prend un peu de boisson, je dis bien un peu, et sa conjointe étant au bingo, tripote la jeune de 9-10 ans, 9-10, 11 ans, là, quelque chose comme ça. Il s'en va dans le lit, puis commence à la caresser, puis la petite se réveille, puis whoop, là, il s'enlève parce que il n'avait pas prévu qu'elle se réveillerait, puis il était en train de la tripoter. Bon. C'est le beau-père, OK? C'est le nouveau conjoint de la mère. Ouais. Et la DPJ intervient, et après une supposée thérapie dont on n'a aucune preuve, le juge permet à cet homme-là de retourner. Écoute bien la suite. De retourner le nouveau conjoint dans la famille, dans cette, auprès de cette mère monoparentale-là. Oui. Et ordonne
un interdit de laisser l'enfant seul avec l'abuseur. Là, il y a 2 points là-dedans. Premièrement, ça veut dire que la mère est encore avec l'abuseur? Oui, ça a duré une grosse année, au moins 12 à 14 mois. Déjà là, il y a de quoi qui marche pas, là? Oui, vas-y, lâche-toi. Puis deuxièmement, ce sont des cas vrais, là, j'ai pas inventé. Un juge éduqué qui a fait l'université, il a choisi le bien-être de l'abuseur au détriment de l'enfant. Imaginez-vous le traumatisme de l'enfant de le voir retomber dans la maison? Avec un interdit d'être laissé seul. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un petit risque à quelque part, un grand risque à quelque part. As-tu pensé à l'application pratique? Moi, ce qui m'a renversé, à titre de psychiatre, dans cette cause-là, c'est comment une mère peut s'arranger pour que le nouveau conjoint ne soit jamais laissé seul avec sa fille. Ça veut dire qu'elle peut pas aller travailler, elle peut pas aller faire les commissions, elle peut pas aller faire l'épicerie, il faut toujours qu'elle soit avec sa fille. Elle peut pas aller au dépanneur. Aller prendre de marche le soir, ça marche pas. Ça marche pas. Je n'en revenais pas qu'il y ait une pareille ordonnance dans le dossier, à titre de psychiatre, qui est expert dans le domaine. Alors, au niveau, lorsque je te parle de volets, d'influence, de biais culturels, je sais ce que je dis. Nous avons, nation canadienne-française, certains biais culturels indésirables, dont la naïveté et, dans certains cas, un peu trop de lâcheté. On va aller à la pause, Doc. Au retour, ce serait pas mal le fun de vous parler, les auditeurs. Et vous avez amené un autre volet aussi. Votre conjoint arrive, il était violent dans le passé, puis il dit, chérie, j'ai suivi une thérapie. Le reprenez-vous? Et laissez-vous une deuxième chance? L'avez-vous fait? Ça a-tu marché? On va à la pause, on va vous parler après. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Donner une deuxième chance, geste altruiste ou de lâcheté? C'est notre question du jour. José, pour augmenter la confusion, suite à mes propos, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime, j'aimerais rendre hommage ce matin, prendre 2 minutes, pour souligner le décès de Monseigneur Maurice Couture, extrêmement connu à Québec. J'ai connu personnellement Maurice Couture pendant mon cours classique. J'étais jeune, là, c'est il y a 50 ans de ça. Maurice Couture a été le cofondateur du séminaire Saint-Augustin à Cap-Rouge, avec le père Étienne Desalliés Capucin. Alors, Maurice Couture était un rédemptoriste et il s'était encoquiné avec le supérieur du séminaire Saint-François à Cap-Rouge. Et c'est comme si les deux ensemble, écoute, 2 hommes extrêmement brillants, des gros quotients intellectuels, belle personnalité. Et Maurice Couture était un véritable bulldozer, un homme de défi. Rien ne l'arrêtait. Il n'y avait pas d'obstacle pour lui qui ne pouvait pas être surmonté. Okay. C'est un des hommes les plus valeureux. On pourrait l'appeler le film Cœur vaillant avec Mel Gibson. Oui. Alors, on pourrait affubler Maurice Couture d'être un Braveheart, un cœur vaillant. Je l'ai vu à l'œuvre, il est devenu le supérieur du séminaire Saint-François, du séminaire Saint-Augustin, nouvellement formé, et j'ai été 4 ans à bénéficier du travail immense, incommensurable de cet homme-là, qui, avec très peu de moyens, a construit, a aidé, avec Étienne Desalliés, à regrouper des fonds. Écoute, 2 pauvres, 2 gueux qui fondent le séminaire Saint-Augustin. Il y avait, je crois, 14 pavillons, avec un pavillon central. Quelle œuvre! C'est Maurice Couture. C'est aussi Maurice Couture. Fait comme quoi, vous les mettez pas toutes dans le même panier. On peut dire ça. En termes de jugement, je pense que je suis capable d'utiliser le mien. Pour revenir, Doc, à ce qu'on disait avant la pause, que moi, je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais qu'est-ce qu'une femme fait à accepter, à choisir son conjoint pédophile au lieu de sa fille et de la protéger. Ça, je ne comprends pas ça. On a reçu un courriel. Oui.
d'une auditrice. Elle dit « Ma mère, qui a préféré son conjoint pédophile à sa propre fille, m'a sacré dehors lorsque j'avais 15 ans, après 7 ans d'horreur. J'étais une petite fille bonne à l'école, j'avais de bonnes fréquentations. Je vous laisse imaginer comment tous ces événements m'ont traumatisée. Oui. Je ne lui ai pas reparlé pendant des années. Elle est revenue dans ma vie lorsque j'étais en position plus faible. Lorsque j'ai accouché de ma première fille, il y a de ça 3 ans. Je le savais. Je l'ai laissée rentrer dans notre vie à cause de la pression de tous les autres, surtout mes tantes et mon frère. Et en pensant, peut-être que je pourrais enfin avoir une mère normale et une grand-mère pour mes filles. Cela fait 3 ans. J'ai maintenant une autre fille et je l'ai officiellement sortie de nos vies. Je dois me rendre à l'évidence que cette relation ne m'apporte aucun bonheur et je vais protéger mes filles de cette souffrance, ce que personne n'a fait pour moi à l'époque. Mais je peux vous dire que ce n'est pas facile à cause de toute la pression de l'entourage, mais je tiens mon bout. Merci, madame, d'en témoigner. Si c'était venu de moi, on m'aurait pas cru. C'est exactement... Mais c'est un quel propos genre qui est fréquent. d'entourage est là? Un entourage de Canadiens français? C'est l'entourage qui dit pardonne-y, elle savait pas ce qu'elle faisait, elle a réfléchi, là, elle le regrette tellement. Les autres, Hey! comme Dieu nous aime. Alors, Mayou dit mère abjecte, grand-mère abjecte. On ne donne pas de chance à une mère abjecte. Jamais. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est revenue quand elle a accouché? Ils font tout ça. Parce qu'ils veulent connaître leurs petits-enfants? Oui, et les livrer un jour à un prédateur. Elles le font à peu près toutes. J'en ai tellement vu dans ma pratique, c'est même pas drôle. C'est laid, ça. Oui. C'est laid, c'est... Et lorsqu'elles demeurent, prenons par exemple que c'est le père qui abuse de la fille. OK? Alors, régulièrement, j'ai été confronté, le père abuse de sa fille en présence, puis la mère, écoute, c'est sa conjointe, là. Alors, père et mère, ils ont une fille, et le père abuse sexuellement de la fille. Lorsque celle-ci a des enfants, la grand-mère va être extrêmement maternante pour les tout-petits afin d'attirer une petite fille près du bonhomme, près du grand-père, et il va abuser de la petite. Mais c'est quoi son avantage à la grand-mère de faire ça? Ben, différent. C'est Écoute, quoi, comme vous dites souvent, c'est quoi sa motivation? Elle va être gâtée. Écoute, le grand-père va se montrer très respectueux. Il va y acheter toutes sortes de choses. Lui permettre le bingo, des voyages, voyage à Cuba. Oui. Fait que ça, c'est la lâcheté dans toute sa splendeur. Alors, des intérêts. Alors, généralement, c'est des intérêts financiers, sécurité. Oui, standing, les amis. Ben oui. J'ai été confronté à plusieurs cas. C'est épouvantable, ça. Mais, vous savez, j'ai dit qu'une des caractéristiques trop répandues dans la nation canadienne-française, c'était la lâcheté et l'incapacité à utiliser son jugement personnel. Mais dans un cas, tout ce qui touche la pédophilie, Doc Mayou, on s'entend-tu que tu n'as pas besoin d'avoir de jugement? Tu tranches. Il n'y a pas rien pour justifier. Rien. Bon. Ceci étant dit, José, elle va devoir se positionner face à sa mère. Alors, fillette écrasée, femme écrasée, mère écrasée. Pas évident, là. C'est pour ça qu'elles ont besoin de toute notre sympathie et notre accueil. Et je trouve extraordinaire le témoignage de la dernière auditrice. Oui. Mais je trouve dégueulasse l'entourage qu'elle a. Ça, c'est mon petit commentaire. Relativement fréquent. Pas tout le temps. Relativement fréquent. Mais encore là, restons là-dedans. C'est quoi l'avantage de l'entourage à les garder proches? Bon. Souvent, il peut y avoir une histoire d'héritage assez cossue. Ben, ça va leur en faire plus si elle n'est pas là. Pourquoi qu'ils veulent les rapprocher? Non, histoire de... Elle, là, l'auditrice, là, c'est son entourage, dont son frère, etc., qui voulait qu'elle se rapproche de sa mère. Non, capital de sympathie. Pour différents avantages, l'affection, OK? L'affection des parents, les cadeaux. L'affection, les cadeaux et l'héritage. Ben oui. Ben, il y a une raison. Alors, l'entourage tient à se construire un capital de sympathie sur le dos de la victime pour montrer comment ils sont bons, ils sont altruistes, aimons-nous les uns les autres, pardonnons.
Y a-t-il une façon de se remonter en faisant ça, superficiellement, là, aux yeux des autres, en disant « Je lui ai laissé une deuxième chance ». Ça veut, en superficialité, là, ça fait-tu que, au lieu d'être victime, tu reprends un certain pouvoir? Je lui ai laissé une seconde chance. Une illusion. Ben ouais, c'est ça. Une illusion de pouvoir. Avec le conjoint, avec les parents abuseurs, avec les parents violents, oui, c'est une illusion. Au lieu d'être victime, là, tu te repositionnes. Tu te repositionnes dans l'illusion. Ben oui, parce que dans le fond... Ben oui, et la vulnérabilité. Maintenant, l'entourage, capital de sympathie. Puis généralement, c'est plus une affaire de femme, là, tu sais. Plus, j'ai pas dit exclusivement. Les Mères Teresa, là. J'ai pas dit exclusivement. Et ça paraît tellement bien. Regardez comme je suis bonne. Je prône la deuxième chance. Je prône le pardon. Admirez-moi! Je vais vous lire un autre courriel. Vous pouvez nous téléphoner? Tu vas finir par me pomper, toi, si tu continues avec tes courriels. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. On est en début de semaine. Oui, faites-les fâcher, Doc Mayou. Ça fait longtemps là, que c'est pas craqué. Non, c'est une farce. non, boss, tu peux retourner dans ton bureau. Est-ce que vous avez déjà donné une deuxième chance à quelqu'un? Bon, c'est tout. C'est large. Ça peut être un employé, un employeur, un frère, une mère, un conjoint. L'avez-vous regretté d'avoir laissé cette deuxième chance-là? Avec le recul, c'était-tu un geste lâche ou c'était vraiment fait avec de bonnes intentions? On va le dire comme ça. Là, on a une auditrice. Oui. Elle dit, pour le sujet du jour de la deuxième chance, j'en ai donné 1000 à ma mère. Mais à 50 ans, j'ai réalisé que parce que c'est ta mère, elle allait m'envoyer directement en enfer si je continue à lui parler, la côtoyer et essayer de négocier ma place dans la famille, place qu'elle me retire chaque fois que j'ose vouloir faire autre chose que ce qu'elle exige de moi et de mon conjoint par ricochet. Et ça fait 3 ans qu'on ne se parle plus. Ce n'est pas la première fois qu'elle m'éjecte de la famille, mais il en va de mon équilibre mental et de ma santé physique et mentale. Tendre l'autre joue. Pardonner, écoute-la pas, elle ne pense pas ce qu'elle dit, ou tu devrais la comprendre. Ça suffit. Mon père défend l'indéfendable et refuse de m'entendre. Alors voilà où j'en suis. La deuxième chance, c'est fini. Intéressant. Là, c'est le père qui comprend pas, là. Oui, mais là, c'est que ça. Est-ce qu'elle dit à quel âge est rendue sa mère? Ben, là, mais elle a 50 ans, mais à 50 ans, fait que sa mère doit avoir 75. au moins 75. Bon, on est proche du CHSLD, là. Et là, devinez, chers amis, qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez la suite, vous commencez à pressentir. Elle ne mettra pas les pieds au CHSLD. Quelle ingrate! Et là, on va dire que on va publier dans différents médias des articles à l'effet que les petits vieux sont laissés à eux-mêmes. Ils sont seuls. La solitude de nos aînés! Alors, chers amis, commencez à prévoir, là, qu'il y a des aînés qui se sont aliénés les meilleurs éléments chez leurs enfants. Ça, là. On fait un article une fois par année là-dessus. Oui. Puis je vous jure, là, de toute façon, on commence à se connaître. Vous savez que je mens pas là-dessus pantoute, là. Sur d'autres choses, peut-être. Non, c'est une joke. Mais je l'ai toujours dit. Je crois pas à ça, moi, les statistiques, que c'est les enfants qui sont ingrats. Quand tu as eu des bons parents, t'es visites. Puis c'est pas une corvée. Ça fait même plaisir. Exact. Puis à l'occasion, on peut même les inviter à mourir chez eux. On va aller au téléphone, Doc. On s'en va à Ottawa. On va parler avec Philippe. Bonjour, Philippe. Bonjour, ça va bien? Philippe. Oui, on vous écoute. Oui, vous m'entendez? OK, parfait. Mon histoire va un peu donner raison, vous donner raison, Dr. Mayou. Moi, ce qui est arrivé, toi, mon frère et moi, ma mère vous a eu un bas âge, autour de la vingtaine. Oui. Et puis, elle avait été abusée par son père, que eux aussi avaient eu à un jeune âge. Là. Mes grands-parents ont eu ma mère à 17 ou 18 ans. Oui. Et puis, c'est ça. Éventuellement, mon frère et moi, on était mis en famille d'accueil. Puis après ça, ma mère nous a rapatriés. Puis on a redéménagé dans la région d'Ottawa. Mais à ce moment-là, pour se remettre sur ses pieds, elle nous a envoyés chez ses parents. Fait clairement, ça va sans dire que nous aussi, on est tombés victimes de cette personne-là. Mm-hmm. Puis plus tard, quand on en parlait avec notre mère, elle nous a dit, je pensais qu'il était juste intéressé au poupée. Jamais j'aurais pensé qu'il était un garçon. C'était une erreur de sa part, clairement. Une erreur? Ouais,
une erreur. On pense un peu à ce que vous avez dit tantôt. Je pense qu'il y a peut-être un peu conscient que, elle a ramené des victimes chez son père. Est-ce qu'elle essayait d'aller chercher? Ouais, vous n'avez pas idée le nombre de personnes qui m'ont confié exactement ce que vous venez de dire. C'est épeurant. Philippe, j'ai une question pour vous. Ça veut dire qu'elle était encore en contact avec son père abuseur? Ben oui. Ah, ben ça, c'est une autre affaire. Hein. C'était vraiment turbulent, notre jeunesse. Là, c'était on again, off again. On était en contact, on n'était pas en contact. On était en contact, pas en contact. Mais, tu sais, on était un peu, si on veut, protégés, mais jusqu'à temps qu'on soit laissé à l'abandon complètement là-bas. Là, puis, ayant aussi été élevé sans père, c'était la seule impact paternel qu'on avait dans notre vie. Fait que ça vient vraiment chambarder. Ouais. Imaginez le prétexte. Elle vous envoie chez son père abuseur, sachant très bien ce qu'il avait fait avec elle, prétextant se remettre. Vouliez-vous bien me dire de quoi qu'elle voulait se remettre? C'est ce que je dis, mais c'est mon interprétation des choses. Oui. Si on peut toucher aussi ce que vous avez dit sur la conjointe de l'abuseur. Encore une fois, je vais vous donner raison. Là. Mais ma grand-mère, c'est carrément ça qu'elle était. Là. Elle était vraiment affectueuse, elle était gentille, elle était bien avec nous autres, puis elle nous consolait. C'est par après, quand tu te mets à revivre ces affaires-là dans ta tête, que tu te rends compte que elle essaie de t'amadouer, de te calmer pour justement que ça aille bien. Pour que tu sois disponible pour l'abuseur. C'est vraiment bizarre. Elle était-tu au courant quand vous dites qu'elle vous consolait? Oui. Elle était au courant que son conjoint l'abusait? Vous abusiez? Pour nous, pour mon frère, moi, je peux pas dire non parce qu'on était dans la même maison. Fait que je peux pas voir qu'elle serait pas au courant. Parce qu'elle avait attrapé son mari avec ma mère quand elle était jeune. Tu sais, c'était comme de l'aveuglement volontaire. My God. Et là, je le dis, my God. Oui. Qui vous a dit qu'elle avait attrapé son conjoint avec sa fille? Ma mère. Ouais. C'est votre mère qui... Alors, votre mère, indéniablement, vous a confirmé que sa digne mère, sa génitrice, était au courant que son géniteur en abusait, puisqu'elle l'avait surpris. Est-ce qu'elle vous a dit, votre mère, lorsque elle a surpris son conjoint sur elle, est-ce qu'elle vous a dit qu'est-ce que le géniteur était en train de faire comme geste sexuel? Non, ça, je l'ai pas su. Mais ce qui est arrivé psychologiquement, ce qui est arrivé, c'est que là, ma grand-mère s'est mise à maltraiter ma mère. Puis, tu sais, ça va... On parle de jeunes adultes qui étaient clairement pas aptes à avoir des enfants, mais là, qui ont des enfants, fait que tout bas de la game a changé. Mais elle a commencé... Moi, je pense que c'est que c'était de la jalousie envers sa fille. Elle s'est mise à la maltraiter, la traiter de nom, l'abuser physiquement, psychologiquement, toutes ces choses-là. Parce que veut pas, son mari, tout d'un coup, est intéressé par un autre... Excusez l'expression, mais un autre femelle. Tu sais, fait que c'était vraiment... Fait que, moi, j'ai fait un deuil là-dessus. Je peux m'en vouloir à ma mère, mais j'essaie de laisser ça de côté parce que c'est du négatif et ça me permet pas de grandir. Mais c'est toujours... Je peux pas faire à craindre que ça n'a jamais arrivé. Mais d'un autre côté, faire mon temps là-dessus... Philippe, oui. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Vous en avez combien? 2. Est-ce que vos enfants ont accès à des sorties avec votre mère? Maintenant. Non, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Puis ça a été... Oui. Mais ça a été... J'ai jamais eu peur de côté... parce que ma mère, après ça, a été en couple avec un autre homme que je considère comme mon père. Puis il n'y a jamais rien de négatif de ce côté-là, en fait de ça. Puis j'ai jamais eu de doute pour mes enfants, mais ça a été pour des raisons psychologiques. Parce que ce que je voyais que sa mère faisait avec elle faisait avec nous plus tard. Puis, quand j'ai reconnu ces patterns-là envers mes enfants, qui étaient quand même assez jeunes, j'ai dit non, c'est fini, c'est assez. Puis, fait que mon garçon avait 6 ans, je crois, la dernière fois qu'il l'a vu. Ma fille en avait 2 ans et demi ou 3 ans. Ça vous honore, Philippe? C'est ça? Ça vous honore. Votre décision de rompre avec une mère, peu importe qu'elle ait été abusée ou pas, c'est qu'elle vous a mis dans une situation d'abus. C'est inacceptable. Ouais, c'est ça que je trouve malheureux parce qu'il y a eu tellement une perte. Tu sais, il y a eu une perte. Puis c'est pour ça que je vous dis, je peux lui en vouloir, mais j'essaie de pas trop lui en vouloir parce que j'essaie de regarder les deux côtés de la médaille. Mais il va arriver quoi si vous en voulez à votre mère? Non, c'est vrai, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient... Je sais pas. J'ai eu ma période où j'étais choqué. J'ai eu ma période où plus jeune, ce que j'ai fait aussi, c'est que beaucoup, elle se confiait beaucoup en moi. Fait que je disais, ma fille, c'est pas ta faute, je comprends. Puis,
étant jeune, je disais ça sans trop pouvoir vivre mes émotions, comment je me sentais envers ça. Je me sentais mal pour elle, tu sais. Mais par le temps, quand je suis... Elle est très habile, hein? Elle est très habile. Ouais. Et vous avez maintenant à vous soucier non pas d'abord de vos émotions, mais de la sécurité de vos enfants. Ben c'est ça. C'est simplement pour ça qu'il a fallu que je fasse le sévrage. Puis c'est malheureux parce que mes enfants ne le connaissent pas, ce côté-là de la personne. Non. Quel avantage auraient vos enfants à connaître cette femme-là? Non, mais c'est ça, justement. C'est pour ça que le lien est terminé. Mais ce que je voulais dire, c'est que mes enfants n'ont pas connu vraiment cette version-là de la personne que je vous décris. Donc, pour elle, mamie, c'est une belle personne. Elle est gentille, elle est fine, elle nous gâte. Fait que c'est pour ça que c'est difficile en tant que papa de dire non. Non, très facile. C'est que mamie, là, a pas toujours été gentille. OK? Non, c'est clair, mais sans explication, mais un propos qui est clair. Non, c'est ça. Puis la mamie gentille, là, attends un instant. Non, mais c'est ça. Mais c'est comme je vous dis, je vous parle du point de vue de mon rectifie, on appelle ça en psychologie une distorsion cognitive. On ne permet pas à l'enfant d'entretenir une distorsion cognitive par un langage très clair, adapté à son âge. Non, mamie n'a pas toujours été gentille. Non, mais c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on explique, c'est regarde, mamie est en time-out, puis elle était pas gentille, puis elle n'a pas été gentille avec Daddy, puis elle n'a pas été gentille avec nous, puis et pas trop d'explications. OK? Non, c'est ça, justement, parce que vous savez, je veux pas corrompre je veux pas. Ils n'ont pas besoin. Tout ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est ils n'ont pas besoin d'être contaminés avec ce volet historique familial. J'ai deux petites questions rapides. Oui, là, vous êtes rendu à quel âge, Philippe? Moi, j'ai 36 ans. Tu sais, ça date pas de si longtemps que ça encore. Moi, c'est ça qui me choque encore. Tu sais, des fois, quand on entend des histoires là, de pères abuseurs avec leurs enfants, etc., on dirait que ça date de 30 ans. Moi, l'abus qu'on a subi, mon frère et moi, on avait 5 puis 7, peut-être 5 puis 6, autour de ce temps-là. Oui. Puis, moi, j'ai jamais entretenu une bonne relation avec ma mère depuis que j'ai mes enfants parce que je me rappelle toujours de comment que nous, autant qu'elle essaie de faire des bonnes choses. Philippe, quelle a été la réaction de la mère de vos enfants lorsque vous avez décidé de rompre les contacts avec votre génitrice? Votre conjointe. La mère de mes enfants, elle a bien vu ça. Elle a bien vu ça parce que je lui ai toujours expliqué qu'est-ce qu'on avait subi, comment ça a été avec ma mère, puis l'abus psychologique qu'on avait eu, puis c'est le genre de manipulation. Puis quand il y a eu un événement qui est arrivé, puis quand il y a eu cette sévrance-là, justement, ma mère, elle a confronté ma femme, puis elle l'a traité de toutes sortes de noms, puis c'était comme... La décision était facile pour elle à faire. Là, elle est allée loin, votre génitrice? Oh oui, c'était... Elle joue à la matriarche? She's grasping at everything. T'sais, à un moment donné, c'était comme, bon, je vais essayer tout. Là, il n'y a rien qui marche, bon, mais là... Yes! T'attaques les faits marchent pas. T'attaques les faits marchent pas, mais t'attaques la méthode. Si la méthode ne marche pas, t'attaques la personne. Elle tombe toujours en mode attaque personne. Manipulation 101. Et juste rapidement, pour terminer, votre frère, lui, est-il encore en contact avec votre mère? Non, lui est encore plus en mode de sévrage, là, encore. Parce que moi, la difficulté, ce qui me garde un peu autour, puis c'est les enfants. C'est juste pour eux, mais comme je suis de la même opinion que vous, qu'il y a plus de négatifs dans cette relation-là que de positifs pour les enfants, puis c'est pour ça que je peux pas le faire. Je peux pas. Philippe, méfiez-vous de vous. Ouais. C'est pour eux, ce n'est pas c'est un prétexte. Ouais, je comprends. C'est son giron, son hégémonie sur vous, Philippe, est encore légèrement présente. Ouais, comme si vous me permettez, avant que qu'on termine, récemment, j'ai appris que mon père biologique est décédé. Je l'ai appris par l'entremise d'un texte de justement ma mère qui m'avait pas écrit depuis 3 ans. Fait que là, je me suis dit, bon, là, je me questionnais parce que moi, j'ai pas de contact avec mon père biologique. Puis je me suis dit, bon, c'est quoi le prétexte de me contacter maintenant? C'est pour avoir un genre de crochet pour nous ramener, parce que c'est quelque chose de... Définitivement, cher Philippe. Hypothèse extrêmement intéressante, n'est-ce pas? Ouais. Oh! Je trouve ça dingue parce que j'ai posé la question à mon frère. Oui. Philippe, se poser d'abord les bonnes questions. C'est fou ce que ça peut être utile. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bye. C'est fort, hein, Comment on appelle ça, le lien, Tu sais, il y a tout, là, pour couper les liens, puis c'est déjà très bon. Il y a plein de gens qui ne l'ont pas fait encore, là, puis qui sont dans une situation comme ça. Lui, au moins, il a coupé les liens pour ses enfants, mais on sent encore le combat intérieur. Oui. Parce que
Le lien maternel, pour tout être humain, c'est le lien le plus fort qui va l'unir à quelqu'un pendant sa vie. On va aller à la pause là-dessus. Est-ce que vous avez déjà donné une deuxième chance à quelqu'un? Ça peut être un employé, une amie, un conjoint, un patron. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a valu la peine ou au contraire, vous l'avez regretté par la suite? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez déjà donné une deuxième chance? Question de couple, Doc Mayou. Oui. En 2014, le Journal de la Presse a sorti un sondage et on a appris que 37% des couples reviennent ensemble après la première rupture, mais que seulement 12% réussissent à consolider leur relation. Et Il y a beaucoup de deuxième chances qui se donnent. Effectivement, c'est du cas par cas. Là, on a une statistique. Faut-il le faire ou pas? Ça dépend. Oui, t'allais dire? non, mais encore là-dessus, moi, je suis peut-être trop drastique des fois, mais il me semble que quand tu mets fin à ta relation, selon moi, là, c'est que tu as pas mal tout essayé. Là. Non. Puis là, ça fonctionne pas. Ah, c'est ça ta prémisse. Non, ta prémisse non, mais de base. tu te laisses pas parce qu'il laisse traîner ses bas, là. Oui, la plupart des ruptures sont extrêmement impulsives. Ah, OK, alors toi, tu présumes Ben, moi, je que prends là... un couple, des enfants, OK? Puis là, le couple, ça va pas bien. L'autre, manque de respect ou manque de, je sais pas trop quoi, là. Abus, brutalité. Ah oui, ou même incompatibilité ou... Non, la plupart du temps, dans un gros... Je vais me reprendre. Dans un gros pourcentage de séparation, il n'y a strictement rien qui a été essayé. Alors que toi, tu présumes... Oui, mais tu dis, lorsque le monde se sépare, je comprends pas qu'ils reviennent ensemble. Tout a été essayé. José? Ben, moi, ça a tout le temps été ça. J'essaie, puis quand c'est fini, c'est fini. Oui, mais t'es exceptionnel, José. C'est pour ça Je que nous pense travaillons pas. ensemble. Mais je pense pas que ça soit exceptionnel parce que oui, je le pense, c'est moi, pas j'en rien suis sûr. une séparation, là. Je te confirme que ta façon de faire, de tout essayer, OK, est exceptionnelle. La vaste majorité des cas de séparation, c'est un geste impulsif. C'est notre sujet de demain. Pourquoi vous vous êtes séparés et comment vous avez procédé? J'aime ça. Ben oui. On va le faire, ça va être Olivier, marque ça dans notre calepin, sujet de demain. Je comprends ton point. Je comprenais pas ta prémisse de base. Sur quoi tu te basais? Toi, tu te basais Ben non, mais ça sur... se peut pas. Tu as des jeunes enfants, tu sais que ça va déstabiliser leur vie. Puis là, dans ton couple, ça marche pas. Ben, il me semble que tu travailles, tu jases, tu laisses une chance. Puis après, là, on est là-dedans, les deuxièmes chances, etc. Mais avant de se séparer, il faut donner du temps, là. Non. Non, ça peut être généralement très impulsif. Si t'es pas contente, la porte est là. Écoute, moi, je pourrais te donner une encore pile. là, quelqu'un me dirait ça, si t'es pas contente, la porte est là, je retournerai pas, laissez-moi vous dire ça. Oui, mais il y a rien qui a été fait, si ce n'est une menace. Si t'es pas content, la porte est là. Si t'es pas contente, la porte est là. Ben, Ou bien... ça serait fini. Ah non, j'en ai vu de toutes les couleurs. Ou bien, un des deux fait les sacs de l'autre. Et c'est à la porte lorsqu'il revient. Non, il n'y a rien qui a été essayé. Que je vois ça, quelqu'un qui fait mon sac, c'est sûr que je reviens pas. Voyons donc. Oui, mais là, c'est parce que tout à l'heure, puis je comprends ton point. S'il fallait que les adultes du Québec en soient vraiment, il n'y aurait pas 37% après une rupture qui reprendrait vie commune. Non. Ce serait 12%, pas 37%. Alors, le tiers, 1 sur 3, parce que ils n'ont rien fait, puis réessaient, puis souvent, dans 12% des cas, ça va durer un certain temps. Alors, c'est 1 sur 10. En tout cas, ça va être intéressant demain. On va faire ça. OK. Là, je vais vous lire un courriel. Oui. Je suis avec un homme depuis 1 an et demi qui possède un enfant de 3 ans. Oui. Depuis le début de notre relation, la mère de l'enfant, qui a perdu la garde depuis quelques mois, nous fait vivre toutes sortes d'événements. Visite de DPJ chez elle, enchaîne toujours des nouvelles relations, violence conjugale avec un des partenaires, alcool, voyage, mensonges, cachotterie. Essaie de se convaincre et de nous convaincre qu'à chaque fois, c'est la bonne. Moi, ce qui me tue, c'est mon chum
Lui, il laisse toujours une chance, la croix. Tout le monde se parle comme si de rien n'était. Puis moi, je me sens lâche de faire partie de tout ça et d'encourager la situation. Je passe toujours pour la méchante. Bon, madame, 1 an et demi, j'espère que c'est de vie commune et non pas de fréquentation. Madame, je vous suggère de prendre soin de votre âme. Ce n'est pas votre problème. Vous n'avez rien à cirer dans cette histoire-là. Et vous vous occupez de votre épanouissement personnel. Autrement, vous allez y laisser votre âme. C'est un bourbier. C'est un bourbier. Non, je peux-tu me permettre un petit commentaire? Oui. Ah, rien à faire avec ce gars-là. Là. S'il est mou de même dans une situation de même, non. comment il va être plus tard? Non, mais avec elle? Non, pas nécessairement. Elle a ses raisons. Par exemple, il peut être un très bon amant. Alors, et je suggérerais dans cette histoire-là plutôt une fréquentation. Alors, vous avez votre appartement, votre maison, il a son appartement, sa maison, et vous fréquentez. Jusqu'à temps que... On ne le sait pas. Jusqu'à temps que... 3 points. Peut-être qu'elle aime ça, 3 points. être la forte du couple aussi. C'est-à-dire, dans la nation canadienne-française, il y a quelques femmes qui aiment bien gérer et mener l'entourage. Elle s'est fait attraper, notre auditrice. Madame, vous vous êtes fait attraper tellement salement que vous risquez d'y perdre votre âme. Notez bien ce que je viens de dire. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on s'en va parler avec Sébastien de Stoneham. Suite à un conflit entre ses parents, son père s'est suicidé et il a décidé de donner une deuxième chance à sa mère. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Avez-vous déjà laissé une deuxième chance à quelqu'un? On va aller parler avec Sébastien. Bonjour. Oui, bonjour. Sébastien. Bonjour, Doc Mayou. Bonjour, José. On vous écoute. Oui. Bon, alors, c'est stressant de parler comme ça sur les ondes. Définitivement, Bon, Sébastien. Vous avez tout à fait raison. Allez-y quand même. Oui. Bon, alors, je vais commencer par le début. Mon enfance, il y a eu, je dirais, j'ai eu une très, très belle enfance. Pas de problème. J'ai jamais été abusé. Je vivais dans une famille, à mon avis, qui était modèle. Tout était bien correct. Puis, bon, c'est sûr qu'il y avait des choses en apparence qui marchaient, mais qui finalement n'étaient peut-être pas ce que je pensais qu'ils étaient. Oui. Mon père et ma mère, disons que ça... Je pense que ma mère avait envie de vivre un amour qu'elle ne vivait pas avec mon père. Oui. Puis, mon père était plutôt distant, puis lui, il était plutôt très en quête là, d'un certain sens de la vie, ou je sais pas quoi, à travers la spiritualité et tout ça. Ça se reflétait comment? Ça, il était souvent à ses bancs de l'église ou... C'était plus dans ses lectures, là. Il était beaucoup dans la lecture, dans la méditation, dans les... En tout cas, bref, lui, il cherchait, là... Vous savez, Sébastien, ce que j'ai déjà dit, hein? Une femme qui est spirituelle, qui est religieuse, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le père qui est religieux, il y a généralement une grosse anguille en dessous des roches. Ben, je pense que, tu sais, lui, il vient d'une famille nombreuse, puis, tu sais, ça n'a pas toujours été... la grande entente avec son père et tout ça, là, puis c'est juste... Alors, votre père avait définitivement, pour verser dans la spiritualité, lorsque ce sont les hommes qui deviennent des spirituels, là, ouf! Alors, il y avait anguille sur roche, continuez, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ben, tu sais, définitivement, il était en quête de quelque chose, donc il y avait un malaise, il était pas parfaitement heureux, là, ça c'est certain. Peu importe. Arrêtez, cessez de nous parler de l'intériorité de vos parents. Vous n'en savez rien, ou à peu près rien. Alors, continuez. Okay. Les comportements de vos parents, les propos, ça j'en suis. Ce qui se passe, ce qui s'est passé à l'intérieur d'eux, là, vous allez trop loin. Alors... Parfait. Oui. On va aller dans les faits concrets. Oui. Ma mère, à un moment donné, il y a eu l'arrivée de l'ordinateur, parce que moi j'ai 35 ans, donc vers 17 ans, on a eu notre premier ordinateur, puis là, oui. on a commencé à rencontrer d'autres hommes. Oui. Et ça n'a pas fait le bonheur, disons, de mon père. Oui. En fait, il est rentré dans une dépression. Oui. Et ensuite, s'en est suivi
bref, à un moment donné, un matin, il est parti, puis il est jamais revenu. On n'a jamais retrouvé son corps. On a seulement retrouvé la voiture et puis quelques effets personnels sur le bord du fleuve. Donc, on se demande ce qui est arrivé. On n'a jamais eu de réponse. On n'a jamais eu de collaboration au niveau policier, quoi que ce soit. Puis, on se retrouve 19 ans plus tard maintenant. C'est arrivé en 99. En fait, 18 ans plus tard, 18 ans et demi environ. Mm. Et puis, on a à vivre avec ça, là. Mm. Ça, si je peux me permettre, ça doit être terrible, là. Fait que vous avez pas eu de deuil en tant que... Ben, deuil, oui, là, mais ça doit être spécial en tabarouette à vivre, ça. Mais ensuite, c'est ça, là. Quel âge aviez-vous lorsqu'il a disparu? On présume un suicide, mais en tout cas, il est disparu. Lorsqu'il est disparu, là, vous aviez quel âge? 17 ans. 17 ans. Alors, racontez-nous un peu comment vous avez vécu ça à l'intérieur de vous, la disparition soudaine du bonhomme. À 17 ans, moi... Alors que la mère est sur l'ordi, flirte sur l'ordi. Alors, c'est ça que je comprends. Votre mère flirtait sur l'ordinateur, puis le bonhomme laisse son auto sur le bord du fleuve. Et il n'est jamais réapparu. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est... Je reflète bien? Bon. C'est bien dit, mais disons, c'est dit un peu rudement. Mais c'est pas mal ça. J'aurais dû enjoliver. Comment j'aurais dû vous dire ça? Non, c'est correct. Je suis capable de dealer avec ça. Je vous taquine, Sébastien. Oui, c'est rude. C'est rude, c'est caricatural, mais c'est ce que vous avez vécu et c'est une cochonnerie, ce qui s'est passé. Alors, allez-y, comment vous avez vécu ça? Racontez. 17 ans. Ça fait pas trop longtemps, là. Oui. Je commence le cégep à ce moment-là. C'est mes premières journées. Oui. Puis je suis dans le stress de commencer quelque chose de grand quand même. Une nouvelle carrière. Oui. Puis finalement, je l'apprends. Quand je l'ai appris, en fait, ça faisait 2 jours qu'il était plus là. Puis là, on a eu la confirmation que l'auto avait été retrouvée. Oui. Je me suis juste effondré. J'étais allé dans la salle de bain la plus proche, puis j'étais allé pleurer, puis je me suis juste écrasé à terre, puis j'ai espéré que c'était pas vrai. Pardon? Comment? Qu'est-ce que vous me dites? J'espérais que c'était pas vrai. OK. L'espoir qu'il allait revenir. Oui, vous étiez écrasé. Attendez un peu, je veux bien comprendre. Vous vous êtes littéralement écrasé par terre dans la salle de bain, en pleurs? Oui. Ouais. Racontez, continuez. C'est ça. Puis, en fait, il y a son frère qui est venu nous chercher, donc mon oncle, qui est venu nous chercher à l'école, moi et mon frère. Oui. Puis, c'est ça, là, on a vécu des jours de recherche, interview avec les médias, mais jamais de support au niveau de la communauté policière qu'on aurait souhaité avoir. C'est ça. Sébastien, est-ce que les policiers, à leur décharge, est-ce que les policiers sont des travailleurs sociaux? Non, je parle pas de support à ce niveau-là. Je parle de support pour les recherches. Ah, OK, excusez-moi. Vous aviez l'impression qu'ils n'ont pas fait tous les efforts nécessaires? On a l'impression, et c'est ce qui s'est passé. Là, ils l'ont pas retrouvé. Là. Ouais. Mais Sébastien... Il n'y a pas eu de recherche. C'était sur le bord du fleuve, à quelle hauteur? À la hauteur de quelle ville? Québec? Saint-Romuald. Saint-Romuald. Ça a été quoi votre relation avec votre mère? Moi, c'est ça, ça a bien été avant ça. Et ensuite, c'est sûr que, un peu avant, parce que ma mère était comme un peu absente là, pendant toute cette période-là, là, puis le mot est faible. Mais, puis à un moment donné, c'était comme... on était un peu laissés à nous-mêmes à 17 ans, parce que là, elle vivait son espèce de trip. Puis... c'est-à-dire trip? Je veux dire, on a été quelques mois à se débrouiller seul pas mal, les enfants chez nous. Moi, je suis plus jeune à la maison, là, puis mais bon, mes frères et sœurs étaient un peu plus vieux, fait que les autres ils sont partis de la maison, mais moi j'étais comme encore à la maison, puis c'est ça, là, pendant plusieurs mois, j'étais seul, puis j'étais... Oui, mais vous avez parlé d'un trip. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Son trip?
rencontrer des hommes, aller, par exemple, d'aller en Europe rencontrer Ouh. quelqu'un. Oh, ouais. Ouais. Avec Après ça, est-ce qu'elle avait de l'argent? Qui payait ça? Est-ce que c'est votre père qui payait le voyage en Europe ou c'était de l'argent à elle? j'en ai aucune idée, là. Ben oui, mais Sébastien, c'est important. Elle prenait l'argent du bonhomme ou si elle prenait son argent à elle? Son argent. Bon, avec son argent. Puis elle est allée rencontrer un homme en Europe. Est-ce qu'elle est revenue... Ben, ma mère, ça va toujours être ma mère. C'est encore ma mère aujourd'hui. Puis il y a eu une cassure en ce moment-là, mais aujourd'hui, là, c'est plus ça du tout, là. C'est comme Hey, si elle avait eu. je vais vous surprendre, Sébastien. Vous parlez d'une cassure. Est-ce qu'il est possible qu'une partie de la cassure soit saine et dans votre intérêt? Avez-vous déjà pensé à ça? Oui, mais je veux dire, ma mère, aujourd'hui, comprend les erreurs qu'elle a faites à un moment donné. Puis, moi, je suis capable, en ayant... Alors, le fait qu'elle flirtait sur l'ordinateur puis qu'elle soit allée rencontrer un homme en Europe, pour vous, c'est une erreur? Non, mais je pense que c'était un besoin qu'elle avait. Puis, je pense que c'est... Sébastien, mais vous êtes donc bien... Écoute, vous empathique? Non. Non, c'est quoi le mot d'abord? Vous êtes donc bien dans les sous-vêtements de votre mère. Qu'est-ce que je devrais dire d'abord, selon vous? Comment se fait-il que vous étiez à ce point préoccupé par l'intimité et l'intimité sexuelle de votre mère à 17 ans? Non, c'est pas ce que je dis, là. Alors, c'est ce que je pressens. Non, vous l'avez pas dit. C'est sûr que ça vient de moi. J'ai l'esprit tordu, Sébastien. Je pense juste au sexe. C'est une vision à rebours, là. Okay? Oui. Maintenant, j'ai 35 ans. Je suis capable de voir ça. Maintenant, à 17 ans, c'était autre chose, là. Oui, je suis d'accord avec vous. À 35 ans, est-ce que vous avez mis le suicide de votre père sur le dos de votre mère? Quand vous étiez jeune, à 17 ans? À cet âge-là, je dirais oui. Sébastien, oui. Votre hésitation était la réponse, Sébastien. Vous êtes honnête. Vous êtes fin de nous faire confiance là-dessus, puis effectivement. Et à maintenant? 17 ans, Et maintenant? Ouais. Ben maintenant, je pense que je vois ça d'un autre œil, puis je suis capable de comprendre qu'il y avait des situations qui ont provoqué ça. C'est-à-dire? Je pense que des problèmes dans leur jeunesse respective, tu sais. Sébastien, vous êtes sur la bonne voie, mais vous avancez, comme Claude Morin le disait, par petits pas. Et vous allez continuer à avancer, parce que vous n'avez pas fini, là. Vous vous êtes permis, je ne sais pas pour quelle raison, vous vous êtes ingéré dans la vie intérieure de votre mère. Il inclut sa vie sexuelle, sa vie émotionnelle, sa vie sentimentale. Et Sébastien, vous n'avez pas d'affaire là. Ça vous regarde pas. À 17 ans, c'était pas de vos maudites affaires si votre mère voulait flirter. C'était pas de vos affaires. Mais il y a quelqu'un qui vous a fait croire, qui vous a laissé croire que c'était de vos affaires. J'étais un peu laissé à moi-même. Fait que j'ai comme... Oui. Mm-hmm. J'ai comme déduit ça par moi-même. Oui, je comprends. Oui. C'est pas un blâme que je vous adresse, là. Ça se peut-tu, dans certains cas, qu'il y a des enfants qui se sentent trompés? Ben oui. Surtout abandonné. Là. Oui. Par son pendant flirt. Une certaine période. Oui, par son flirt. Mais c'est comme si ça m'avait obligé à devenir adulte avant le temps. Ah oui? Et aujourd'hui... Oui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire? Je suis resté à 17 ans, en tout cas. Définitivement. Définitivement, parce que vous n'avez pas été parenté. Alors, votre père, avec sa spiritualité, oui, c'est déplorable qu'il se soit suicidé. Est-ce que votre père a bien joué son rôle de père avant de s'enlever la vie? Non. C'est pas parce qu'il s'est suicidé qu'on ne le regardera pas comme il a été. N'est-ce pas, Sébastien? Mm-hmm. Ce que vous n'avez jamais osé faire.
Alors, je vous suggère de regarder votre père dans son rôle de père, OK? Tel comme il a été envers vous. Votre mère, vous la regardez, vous la voyez bien. Mais vous avez occulté, puis je comprends, c'est pas un reproche que je vous fais. Il est disparu, c'est probablement enlevé la vie. On va le regarder tel qu'il a été avec vous. Est-ce qu'il a bien joué son rôle de père avec vous? OK? Bye, Sébastien. Bonne chance. Merci beaucoup. Bye. On va aller à la pause là-dessus, Doc. Au retour, on revient et on s'en va parler à Geneviève de Contrecoeur. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez déjà laissé une deuxième chance à quelqu'un? Est-ce que vous pensez qu'une deuxième chance, c'est de l'altruisme ou de la lâcheté? On va parler avec Geneviève. Bonjour. Allô? Geneviève, Allô? on vous écoute. Oui, ben moi, j'ai laissé plusieurs chances à mon père, qui était un homme violent, colérique quand on était jeune et qui l'a toujours resté d'ailleurs. Et puis à 40 ans, ben je me suis choisie. Et puis j'ai décidé de plus le côtoyer parce que je subissais encore ses foudres quand on parlait, mettons, d'un tel sujet qui faisait pas son affaire. Mon père, c'est quelqu'un qui était très pointilleux. Qui cherchait toujours la petite bébête noire. C'est quelqu'un d'ailleurs qui n'a pas un entourage social très grande. C'est un homme qui n'a pas du tout d'amis. Parce que justement, il est très dur à vivre. Donc, ben c'est ça. Puis drôlement, mes parents se sont divorcés, moi, à l'âge de 16 ans. Puis dans le fond, ma mère moi, il était violent avec ma mère, tout ça. Ma mère s'est séparée de mon père à cause de ça. Puis, drôlement, aujourd'hui, mais c'est moi qui passe pour le mouton noir. Parce que ma maman, elle, veut être en mesure de voir encore ma sœur, parce que ma sœur parle encore à mon père. Pour elle, on laisse pas quelqu'un de côté. Pour elle, même si tous ces défauts-là, puis qui est dur à vivre, pour elle, on peut pas mettre quelqu'un de côté. Mais votre mère trouve que vous êtes le mouton noir. Elle me fait sentir, parce que là, bon, quand il y a des réunions de famille, exemple pour la fête de ma nièce, ma mère va être présente en compagnie de mon père. Mon père est là, mais là, elle me dit, mettons, j'ai eu du plaisir avec ton père, on a jasé, on a ri. Moi, je ne vais plus à la fête. Attendez un peu, Geneviève. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Vos parents se sont séparés, se sont divorcés, vous aviez 16 ans. La bonne femme a laissé tomber le bonhomme. Nous dites-vous. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Puis ensuite, elle prône « aimons-nous les uns les autres entre vous ». Exactement. C'est pour ça que votre sujet m'interpellait beaucoup parce que on appelle ça comment, une bonne femme qui est comme ça? Je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être pas capable de s'assumer. Geneviève, il y a des mots pour ça. Je sais pas. Hypocrite, ça vous dit rien? Oui, peut-être. Oui, à sa façon, oui. À sa façon? Oui, non. Une méchante hypocrite. Puis vous, votre père, il avait-il été violent aussi avec vous? Oui. Fait que ça, c'est pas grave pour votre mère. Là. Puis il faudrait que vous soyez gentil puis que vous souriez. Oui, c'est ça que je trouve drôle. C'est elle qui m'a montré, dans le fond, à le détester, si on veut. Non, attendez un petit peu, vous là. Quel est l'intérêt de la bonne femme d'essayer de vous faire côtoyer le bonhomme? Je crois que dans le fond, c'est plus par rapport à ma sœur. Elle veut pas perdre les liens. C'est-à-dire? Ça se complique, là. Ouais. De perdre le lien avec de ma sœur, de pouvoir voir la petite... pour pas décevoir ma sœur, probablement, parce que ma sœur, elle a choisi encore de côtoyer mon père. Ah, OK. Oui. Alors là, elle est grand-mère. Votre sœur a une enfant de quel âge? 8 ans environ. Oui. Et là, elle veut jouer à la grand-mère avec la petite de 8 ans. Okay. Et votre sœur, qui est la mère de la petite de 8 ans, a continué à côtoyer le bonhomme. Oui. Voulais-tu pas que la bonne femme dore le blason du bonhomme parce qu'elle a peur que votre sœur se retourne contre elle? Méchante manipulatrice, la bonne femme?
Mais c'est ça. Fait que moi, je passe pour le mouton noir. Mais dans ma famille immédiate, là, je parle, mais ma famille de mon père, qui ne lui parle plus depuis une trentaine d'années. Pourrait-on dire que votre père est un être détestable? Oui, beaucoup. Oui. Pourquoi vous n'avez pas utilisé le mot? Simplement dire, mon père, il est détestable. On le déteste. Il y a beaucoup de monde qui le déteste. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Alors, pourquoi ne pas utiliser le mot qui caractérise ça? Détestable. C'est-à-dire, beaucoup de monde... Oui? Je suis pas gênée de le dire, là. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas aimé des autres. Là. Je pense mais que l'émission est presque finie, là. Je m'excuse, j'interromps, mais tu sais, vous avez appelé, puis moi, j'ai devant moi, elle a donné plusieurs chances à son père violent. Mais votre mère, j'ai l'impression que vous y en laissez beaucoup aussi. Ben j'en ai laissé beaucoup. Puis depuis quelque temps, là, quand j'ai vu le pattern, là, pas le pattern, là, mais dans le fond le scénario de j'ai du fun avec ton père, c'est le fun quand on rit ensemble. J'ai comme lâché prise un peu là-dessus parce que non, je me sens pas bien là-dedans. Puis moi, dans le fond, j'ai choisi d'être heureuse. Et puis drôlement, quand j'ai mis la coupure. Moi, en dedans de moi, je me suis sentie tellement soulagée de plus avoir à côtoyer quelqu'un que, dans le fond, tu sais jamais quoi dire. Puis ma mère... Essayez de mettre les bons épithètes sur le comportement de votre mère. Si elle est hypocrite, elle est hypocrite. Si elle est manipulatrice, elle est manipulatrice. Essayez de mettre les bons mots. Ça va vous rendre service. J'en doute pas. Excellent. Bye, Geneviève. Merci beaucoup, Geneviève. C'est difficile à faire, ça. Hein? Face à sa mère. Ouais. C'est l'exercice le plus pénible qu'un être humain ait à faire. Sa mère, son père. Voir sa mère comme elle a été, avec les bons mots. Le bonhomme détestable, ça passe facilement. Mais dire que sa mère est hypocrite et manipulatrice? L'inverse, c'est aussi difficile. Les parents faire ça pour leurs enfants? Oh, ça, c'est fait. Il y a beaucoup de parents qui le font tour de bras. Qui humilient leurs enfants, qui les traitent de tous les noms. Mais déjà, de voir ça, vous revenez souvent là-dessus, voir vos parents comme ils sont réellement. Oui. Fait que ça, c'est un geste qui peut nous amener vers... Oui, en mettant le bon mot. Quelle est l'attitude? C'est libérateur, c'est... Ça peut... Non, pas nécessairement. Ça peut être très pénible. Alors, pourquoi a-t-on autant de difficultés à voir sa mère comme elle a été et comme elle est? C'est parce que ça fait mal. C'est pour se préserver d'une douleur. Merci, Doc Mayou. Bye. C'est ce qui complète cette émission. Merci beaucoup à Alex à la mise en onde. Merci beaucoup à Olivier à la recherche et à vous de votre participation. Demain, on a déjà notre sujet. Là, on va parler des séparations. Avez-vous vraiment tout tenté pour que le couple fonctionne avant de vous séparer ou ça s'est fait de façon impulsive? À demain!